Giacomo Agostini, prima. Je pense que l'île de Man, c'est la piste plus difficile et plus dangereuse au monde. Personne n'est capable d'égaler pour l'instant l'alliance magique du pilote italien et de sa nouvelle MV. T'avais tellement frôlé la maison que t'avais la peinture de la maison La peinture sur de la la maison combinaison. sur la combinaison, oui. Waouh. Non, oui, c'était fantastique. Ago fait encore une fois une nouvelle démonstration de pilotage, de puissance et de maîtrise lors de cette 9e victoire. Dès la soirée avant, il m'a demandé de faire un tour avec moi en voiture pour voir la rue comme ça. Et j'ai regardé sa course, il bataillait pour la première place. Et il est tombé, il est mort. Il est mort tout de suite. Mon mécano ne disait rien, mais j'ai vu dans la face de mon mécano et j'ai compris qu'il n'avait pas la chance. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans La Boîte à Gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel invité vous aimeriez qu'on reçoive, que ce soit en MotoGP, en Formule 1, en rallye et toute autre discipline. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Un petit like, c'est comme ça qu'on peut avoir des invités toujours plus extraordinaires. Ciao Giacomo. Buongiorno. Ciao Yann. Je suis ravi de te recevoir dans La Boîte à Gants. Merci de nous accueillir dans ce musée qui est juste incroyable. On a beaucoup de chance d'y être aujourd'hui. Oui, ici j'ai toutes les choses que je connais dans mon carrière. Dans les trophées, à les combinaisons, à la moto. Je mets tout ici parce que quand je suis triste, je viens ici et je regarde tout mon trophée. Et comme ça, après, je deviens content. C'est ton sanctuaire. Je pense que beaucoup de gens ont compris qui tu étais. Juste pour revenir un petit peu en avant, j'ai envie de dire avant le début de ta carrière, comment cette passion pour la moto est née? Parce que Giacomo Agostini, pour tout le monde, ça rime avec moto. Pourtant, dans ta famille, c'était pas si évident que ça. C'est quoi tes premiers souvenirs? Oui, je sais pas, la passion, elle est arrivée quand je suis né. Je suis né avec cette passion, je sais pas. Parce que ma famille, mon père, il avait rien à faire avec les motos, et comme ça, peut-être c'est un dono di natura. Et après ça, je n'avais pas la moto, je n'avais pas l'argent pour acheter la moto. Et le concessionnaire de la moto Morini, il m'a acheté cette moto. Il m'a acheté cette moto et ça, j'ai commencé à faire les courses. Et la première course, je suis arrivé deuxième. Sur 40 pilotes, j'ai arrivé deuxième avec la moto privée, là, avec le mécano. C'était pas un mécano, c'était une boulangerie. Parce qu'il t'avait vu faire des gymkhana quand tu étais plus jeune, quand tu avais 10-11 ans, c'est ça? Oui, je faisais des gymkhana avant, parce que j'avais pas le permis pour conduire les motos, la vitesse, pour faire de la vitesse. Mais lui, je me souviens, la première fois qu'il est venu avec moi, j'ai demandé de me changer la bougine. Il ne savait pas ce que c'était la bougine. Mais c'était une bonne histoire comme ça. J'ai commencé tout de suite à gagner. Alors mon père aussi, il a entendu, il a pensé peut-être c'est le métier que mon fils, il sait faire bien parce que après 2-3 courses, j'ai gagné tout de suite. Et ça, c'était le début de mon carrière. Comment tu as fait pour, dès que tu as commencé à faire des courses, être très performant? Tu t'es entraîné toi-même tout seul sur les routes de ta région avec une moto quand tu étais plus jeune pour prendre de l'expérience, apprendre à freiner plus tard, apprendre à accélérer plus fort? Oui, j'ai habité sur le lago d'Iseo. Et avec la moto que j'ai achetée, je faisais des entraînements dans la rue très, très dangereux. À cette époque, il avait pas beaucoup de trafic.
Alors, c'était possible de faire ça. C'était toujours très dangereux, mais peut-être Dieu, il est resté avec moi, toujours à côté de moi. Je crois qu'à ce moment-là, tu piquais aussi la petite mobilette de la famille. Tu m'as raconté, quand on a préparé cet épisode au téléphone, qu'à un moment, tu l'avais pris pour aller en ville et tu avais été un peu trop présomptueux et tu n'avais pas calculé le fait que tu étais trop petit pour rattraper la moto et que tu étais tombé quasiment à l'arrêt parce que... Oui, parce que j'avais des motos. Tu sais, j'avais des amis qui avaient la moto et ils me prêtaient la moto parce qu'il a vu que j'avais une grande passion pour ça. J'étais très petit et je ne touchais pas par terre. Alors, des fois, c'était des personnes qui m'ont aidé à descendre la moto. Ou il avait des escaliers et je m'arrêtais dans les escaliers pour mettre le pied pour m'arrêter. Oui, c'était bizarre ça, mais c'était une chose que j'ai appris tout de suite, parce que tu sais, la passion c'était grand, l'amour pour la moto c'était très grand, je pensais toujours à la moto. Comme mon père disait, il faut étudier. Je dis bien, oui, il faut étudier, mais pour aller moto, je n'ai pas besoin d'étudier. Alors, tu sais, je passais seulement à faire des courses. J'ai dit, j'ai envie de faire des courses. C'était mon idée. C'est quoi un peu le passage? Comment se fait ce passage de moto privée à finalement moto d'usine? Oui, c'était que j'ai commencé à gagner. Et c'était le commentateur Morini, le patron de la moto Morini. Et il m'a vu, et il a dit bien, un jour, quand j'ai gagné une course, j'ai battu son moto, le moto de l'usine. Et il m'a dit, Giacomo, j'ai une moto pour toi, une moto officielle. Et aussi, je te paye. Il m'a donné 100 euros chaque mois. C'était pas l'euro, c'était la lira, mais c'est comme le 100 euros aujourd'hui. Et ça, j'ai commencé, tu sais, je n'avais pas le problème de la moto, de payer la moto, le transport, parce qu'après, je suis devenu très officiel, et comme ça, j'avais le camion de l'usine avec le mécano. Pour moi, c'était fantastique. Tu sais, avoir tout ça. Tout le dimanche, dans une année, j'ai gagné deux titres italiens dans la montagne. Donc les courses de côte et les courses sur la piste. Les courses sur la piste, oui. J'ai gagné dans une année, j'ai gagné 2 titres. Comme ça, je pense que tout le monde il a pensé que c'était mon métier, la moto. Il n'y a pas aussi une histoire de ton premier contact avec le team Morini officiel, du fait que tu roulais sur une Morini privée et qu'il y a quelqu'un qui a saboté ta moto et que tu étais un peu catastrophé, tu voulais la réparer et ils t'ont prêté le mulet. Et c'est avec le mulet que tu as finalement battu le record de la piste et c'est là où ils se sont dit, là, il y a un problème, il est trop fort. Oui, parce que quelqu'un dans ma moto, le jour avant, dans la nuit, on déposait la moto dans un parc chiuso. Parc fermé. Parc fermé, c'était pas très fermé, parce que quelqu'un il m'a cassé le filo de la... Le câble d'accélérateur. De l'accélérateur, le câble de l'accélérateur. Ils ont cassé ça et j'étais, tu sais, avant le départ, j'avais des problèmes parce que je n'avais pas le temps de changer ça. Alors, Morini m'a donné une moto et je suis parti et j'ai gagné. Peut-être c'est ça aussi qu'il a convaincu Moto Morini et M. Morini a donné la moto officielle. C'était pas plus facile parce que j'avais la responsabilité de gagner après, parce qu'il m'a donné une moto de l'usine, et avec ça, il faut être professionnel. Et comme ça, je commençais à faire des gymnastiques, j'ai commencé à faire une vie tranquille parce que je pensais que pour gagner, il faut être professionnel, il faut être aussi physiquement, il faut être à le 100%. Et ça, tout ensemble, la moto, moi, professionnel, la moto de l'usine, comme ça, j'ai commencé à gagner tout. Je trouve ça vachement étonnant que tu aies eu cette approche, comme tu dis, professionnelle aussi jeune, parce que là, on parle d'un moment où tu as 20 ans, hein, tu as une vingtaine d'années, tu es tout jeune.
Quand tu dis que tu as commencé avant une course, par exemple, tu avais presque une approche, j'ai envie de dire, monastique, c'est-à-dire que pas de soirée avec de l'alcool, pas de femmes, c'était vraiment pour être focus sur la course. Oui, parce que je pensais à ça, j'ai dit, bien, écoute, maintenant j'ai une responsabilité, je suis pilote de l'usine, et il faut que je suis payé, il faut que je donne des choses, parce que l'usine, il dépense de l'argent pour gagner, pour faire la publicité à son moto. Et c'est pour ça que je pensais, bien, moi aussi, il faut que j'ai envie de voir la moto parfaite. Aussi, les pilotes, il faut être comme ça, il faut être parfait. Alors, je commençais à faire une vie tranquille, oui. Je faisais la vie d'un jeune. J'étais dans une discothèque de temps en temps, mais pas toutes les soirées. Je n'ai pas bu beaucoup d'alcool. Les femmes aussi, oui, de temps en temps, pourquoi pas. Normalement, avant les courses, après le jeudi, je restais, comme ça dit, je ne sais pas en français, comme c'est très religio. Ouais, Je fermais tout, je dis bien, maintenant, c'est mon métier. Le jeudi soir à le dimanche, je pense seulement à la moto. Pas à la dancing, divertimento, à les femmes, à la nourriture. Je pensais seulement que les derniers deux jours avant la course, il faut être en forme, il faut penser seulement à la course. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu as commencé à prendre plein de petites notes dans ton carnet avec un petit élastique, où tu prenais des notes sur la moto, la mécanique, ce que vous aviez mis, je te dis une bêtise, mais par exemple, le pignon de sortie de boîte, combien il y a dedans, dans quelle vitesse tu passes, quel virage, etc. C'est à ce moment-là que tu commences à faire ça aussi? Oui, parce que j'avais pas le computer comme aujourd'hui. La télémétrie? Par le computer, j'avais des petites livres. J'écris tout, je mets tout, la course, le changement, la vitesse, où je freinais, toutes des choses pour faciliter la prochaine course. J'avais tout signé pour savoir si là, il faut faire des modifications, il faut mettre une chose, l'autre, il faut changer le boîte de vitesse, ou comme ça. Oui, je pense que j'étais très professionnel de ça aussi. Et est-ce que ça vient pas aussi de ta maman? Parce que je crois que c'est Eric qui m'a dit ça, Eric de Seine, que je salue d'ailleurs, qui me disait qui a écrit dans son bouquin cette phrase que sortait ta maman, Minot, gagne, mais sois prudent. Non, maman me disait toujours, mi raccomando, Minot, tu vas doucement, mais il faut gagner. Je dis, maman, est-ce que je vais doucement, je ne peux pas gagner? Bon, tu sais, maman, elle avait toujours peur, tu sais, son enfant, aussi en montant, c'était un petit peu dangereux parce qu'elles n'ont pas les protections d'aujourd'hui et le circuit aussi, ne sont pas été comme aujourd'hui. Alors, il avait beaucoup de risques. Et c'est pour ça que pour une maman, c'est toujours très... come dire, il pensiero, il pense toujours à le risque, il pense toujours à son fils. Je pense que c'est très dur aussi pour la famille. Mais c'est pour ça qu'elle disait, tu vas piano, mais il faut gagner. Au guidon de cette fameuse Morini 250, tu commences à faire tes premiers coups d'éclat, même si on le surnommait, je crois, le plus rapide monocylindre de l'époque, enfin du monde en tout cas. Mais tu es face à des motos qui sont beaucoup plus puissantes. Pour autant, tu commences déjà à faire tes premiers coups d'éclat. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es au niveau des pilotes que tu admires et pour lesquels tu as envie d'être comme eux finalement, quoi? Oui, parce que après la Morini, la Sette Bello, j'ai passé en 1964. J'ai passé professionnel parce que je changeais, j'étais dans la 250 Morini et je faisais une année avec la Morini et je gagnais aussi tout de suite le championnat italien. Après ça, j'ai compris que c'était mon métier, la moto. Et j'avais
Et je voulais faire les courses des championnats du monde parce que je gagnais tout en Italie, je gagnais les championnats italiens, je gagnais tout. J'ai dit bien, il faut continuer. Morini, il n'avait pas la possibilité de faire le championnat du monde. C'était une usine petite, très petite comme ça. Et je vais l'offrir MV Agusta. Le comte Agusta, il m'a offert la moto pour faire le championnat du monde. Pour moi, c'était une fantastique parce que c'était une réveil. Je dis bien, je suis arrivé. Maintenant, j'avais envie de faire une course. Maintenant, je suis le pilote de l'usine de la MV Agusta, qui a gagné beaucoup de championnats du monde avec des grands pilotes. Et comme ça, je dis bien, ça, c'était un réveil pour moi, ça. Tu te souviens de ta première rencontre avec le comte Agusta? Oui, le comte Agusta, il m'a appelé. C'est pas lui, le secrétaire et le manager. Monsieur Magni, il m'a appelé, il m'a dit, le comte Agusta, il a envie de te parler. Et il m'a pris un rendez-vous. Le rendez-vous, c'était à 4h30 après-midi. Je suis arrivé à 4h parce que j'avais peur d'arriver très tard. J'ai attendu pour 5 heures avant de le voir parce que je demandais à la secrétaire, c'est déjà 2 heures que j'attends, 3 heures que j'attends. Il disait oui, le comte Auguste il est très pressé, il a beaucoup de choses à faire. J'ai vu qu'il avait beaucoup de monde, qu'il rentrait dans son bureau comme ça. Il m'a reçu le soir à 10 heures, je crois. 10 heures du soir? 10 heures du soir, oui. Le soir, et quand je suis rentré dans son bureau, je dis bonsoir. Il m'a dit bonsoir. Et il m'a répondu, oui, qui c'est? Où tu es? Je suis Agostini. Bon, je dis, il m'a appelé. Ils ne savent pas que je suis Agostini. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux courir avec votre moto. Et il m'a dit, oui, mais tu sais conduire mon moto? Je dis, je suis champion italien et comme ça. Et après, je pensais, il m'a appelé, mais peut-être pourquoi il m'a appelé? Il me pose des questions que je ne comprends pas. Mais à la fin, il dit, bien, alors, demain, tu vas à Monza et tu vas essayer la moto. Ah bien, c'est terminé. Bonsoir. Après 10 minutes, c'est tout terminé. J'attendais 5 heures. Et après 5 minutes, c'est tout terminé. J'étais à Monza. À Monza, j'ai vu, il arrivait le camion avec les mécanos, avec la moto. Et j'ai vu que dans la ligne droite, il avait des birilli. C'est des cônes, c'est ça? Oui. Des cônes? Des cônes, oui. Et j'ai dit, mais pourquoi ça? Et j'ai dit, il faut passer. J'ai dit, mais écoute, les chicanes, je les faisais il y a beaucoup d'années quand j'étais petite. Maintenant, je suis professionnel. Comme ça, et après, le team manager, il m'a dit, écoute, le comte Augusta, il a demandé comme ça, il faut que lui, il est content, il faut faire ce que lui il a dit. Mais peut-être, toute cette histoire, c'était parce que lui, il avait envie de me connaître, pour savoir mon caractère comme ça. Et après ça, je suis retourné à Cascina Costa, chez le bureau de Comte Augusta, je signé le contrat, et après ça, je suis parti pour mon longue carrière. C'est à ce moment-là, au moment où tu signes le contrat, qui te dit, d'un point de vue extérieur, il faudra toujours que tu dises que la moto MV Agusta, c'est la meilleure, et même si à un moment, il y a quelque chose qui ne te plaît pas sur la moto, tu viens m'en parler à moi, mais tu le dis jamais à l'extérieur. Oui, c'est pas exactement comme ça, mais j'ai compris que je suis payé pour faire la publicité à la moto. Alors tu peux pas dire que la moto ne marche pas parce que c'est pas juste ça. Il faut que les petits problèmes ils restent dans la maison. Il faut pas, mais c'est normal ça, mais tout le monde il fait comme ça. Aussi Honda il faisait comme ça, tout le monde. Tu sais, quand la moto ne marche pas, il ne faut pas dire à tout le monde que la moto ne marche pas. Il faut dire, bien, nous avons un petit problème, on va régler le problème, et comme ça, mais c'est normal parce que
j'ai compris qu'une grande usine, il dépense l'argent pour faire les courses, pour faire la publicité à son marque, à son moto. Alors, tu peux pas après, quand tu travailles à la télévision, dire, la télévision ici, il est pas bon, ils sont pas ça, ils marchent pas. Ce sont des choses que, dans tous les métiers, il faut les rester dans le privé. Comment se passent tes débuts chez MV Agusta? Parce que tout de suite, tu prends une habitude que tu vas garder tout le long, de t'engager en 350 cm3 et en 500 cm3. Tout de suite, tu es performant. Oui, parce qu'à l'époque, tous les pilotes ils faisaient deux catégories. Ils faisaient la 125 et la 250, et les autres ils faisaient la 350 et la 500. J'étais petit, j'étais pas très gros, mais j'avais envie de faire les grands, comme la MotoGP. J'avais envie de faire la Formule 1. Et comme ça, j'ai décidé de faire la 350 et la 500. Et c'est comme ça parce que peut-être l'ambition de faire la catégorie, la reine de la catégorie plus importante, plus difficile, comme ça. C'est quoi un peu tes inspirations à ce moment-là? Parce que tu le disais tout à l'heure, il y a des grands champions qui ont déjà gagné chez MV Agusta à ce moment-là. Je pense notamment à John Surtees, qui est après allé en Formule 1. Tu as déjà en tête aussi ton principal concurrent. Je pense à Mike, le grand Mike. Oui, quand j'ai commencé avec MV Agusta, Mike, il était le pilote de l'usine chez MV Agusta. Et la première année, je fais une grande bataille avec lui. Et pour moi, c'était très important d'apprendre parce que lui, il avait plus d'expérience que moi. Il avait dans la grande catégorie, il avait commencé 3 années avant moi. Et comme ça, je dis bien, il faut être modeste, il faut apprendre parce que je ne peux pas arriver et battre tout de suite un champion du monde ou tous les champions du monde qu'il avait, que j'ai rencontrés. Il faut apprendre, il faut attendre, c'est comme aller à l'école, il faut apprendre avant de donner le 100%. Et comme ça, c'était très important pour moi avec Mike Hailwood, que j'ai appris beaucoup, parce que lui, il était un pilote très, très vite. Et les premières années, j'ai gagné la 350. Et j'ai gagné beaucoup de courses dans la 350. Et la 500, c'était un petit peu plus difficile pour moi, parce que c'est une moto plus vite, il avait plus de poissons, et comme ça, de puissance. Puissance, pardon. Non, c'est pas grave. Il avait beaucoup de puissance, et c'était difficile à prendre, et j'avais besoin de temps. Et les années après, j'ai gagné tout de suite le champion du monde dans la 500, et comme ça, c'était mon carrière, il a continué avec MV Agusta. Mike Hailwood, il est passé chez Honda. C'était une grande bataille aussi. J'ai gagné avec lui, je l'ai battu. J'ai gagné le championnat du monde. Et tu sais, pour moi, battre Mike Hailwood, c'était fantastique parce que j'ai battu un des plus grands pilotes que j'ai rencontré. Et ça te donne plus de prestige, parce que si tu bats un grand pilote, c'est plus prestige. C'est plus prestigieux, la chose. Et après ça, j'ai continué avec MV Agusta. Il est devenu mon deuxième famille. J'ai gagné beaucoup de championnats du monde. J'ai gagné 13 championnats du monde avec MV Agusta. C'était une carrière fantastique. Parce qu'après beaucoup des années, nous avons vu que le moteur à 4 timbres, il est arrivé, il avait plus de poissons, c'était difficile d'avoir encore des poissons. Alors, j'ai vu que le moteur japonais, les 2 timbres, il est arrivé avec de l'évolution. C'était la nouvelle moto, la nouvelle technologie. Et ça, c'était difficile pour moi, mais j'ai pris une décision en 1974. Non, 1974. Je voulais juste revenir sur un peu tes débuts chez MV Agusta parce que là encore, je trouve ça impressionnant. C'est à quel point tu étais dedicated to,
le fait de rouler et de gagner en moto, c'est que tu louais des voitures la nuit pour repérer la moindre imperfection sur le circuit. Tu allais regarder les traces de freinage de Mike, enfin des amis allaient voir, en tout cas du moins au début. C'était vraiment, tu voulais maîtriser absolument tout. Quand tu dis que tu as appris de lui, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment tu allais chercher la moindre information que tu pouvais avoir. Oui, tu sais, dans le championnat du monde, c'était difficile. Il faut apprendre tout le circuit, c'est comme ça. Je me souviens que dans la nuit, dans la soirée avec la voiture, je faisais toujours le tour de le circuit pour voir l'avalamento de la piste, pour voir où tu as des choses qui ne sont pas bien et des choses qui sont bien. Tu sais, ce sont toutes des petites choses qu'il faut apprendre parce que pour gagner, il faut que tu as tout, il faut que tu connais tout, et il faut être méticuleux, il faut penser à toutes les petites choses. Il faut pas dire bien, on va voir après. Non, il faut toujours avoir avant. Il faut toujours contrôler avant. J'étais très méticuleuse de ça. Et ça, il m'a aidé beaucoup parce que tu sais, dans la nuit, avec la lumière de la voiture, tu vas avoir toutes les petites choses qui ne marchent pas, les petites imperfections dans l'asphalte, comme ça. Il faut connaître toutes les petites choses parce que tu sais, si tu connais pas tout, tu peux tomber tout de suite parce que tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu l'autre, comme ça. Comme ça, il faut savoir tout et après, quand tu sais tout, tu peux donner le 100% et aussi t'aide à gagner les courses. Faut pas oublier aussi qu'à l'époque, quand tu tombais, tu avais directement une chance de mourir. Ce qui est moins le cas, heureusement, maintenant. Mais un crash pouvait être quasi mortel à chaque fois. Quand tu parles de perfectionnisme, c'est aussi avec les mécanos, qui étaient un peu ta seconde famille. Tu es un pilote qui a été réputé pour justement avoir une très grosse connaissance mécanique, à t'intéresser, à être curieux, à passer beaucoup de temps avec les mécanos. Ça aussi, ça a été une des clés du succès directement chez MV. Oui, je travaillais beaucoup aussi avec mon mécano. J'aimais toujours la perfection, j'aimais toujours avoir la moto à le 100%. Alors, dans les essais, je travaillais beaucoup pour mettre à point la moto. Et après, quand la moto était à point, je donnais le 100%. Beaucoup du monde, beaucoup de pilotes, ils ne pensaient pas à ça. Et ils montaient dans la moto et voulaient faire tout de suite un bon temps. Mais je pensais qu'avant tout, il faut avoir la moto parfaite, il faut la mettre à point. Et après, tu peux avoir le 100% de la moto. C'est quoi le souvenir que tu gardes de cette première course mythique qui a construit ta carrière au Nürburgring en 65, sous la pluie, où tu gagnes? Tu as été aussi rapide que sur du sec, presque. Enfin, même pas presque, d'ailleurs. Oui, à Nürburgring, c'était la première course dans la 350, le premier course des championnats du monde. Quand je suis arrivé à Nürburgring, dans l'hôtel, j'étais à l'hôtel où il avait l'équipe Honda aussi. Et tout le monde il me regardait, il parlait que des choses comme ça. J'étais très, très timide. Et je dis, bah, maintenant, je suis ici avec tous les champions du monde. Là, c'était fantastique pour moi, mais c'était très, très excitant aussi. Tu sais, rencontrer des grands pilotes que j'ai sûrement vus dans les journaux, ou je lis des choses ou à la télévision. Et nous avons travaillé beaucoup. J'avais un problème dans les essais et dans la nuit, les mécanos ils m'ont changé une pièce. Ils ont fait une pièce à la main parce que je cassais les pièces et nous avons parlé de spare parts. Et le jour après, je gagnais. Je gagnais avec Mike Elwood, je gagnais avec Jim Red. Moi, je fais une grande bataille avec Jim Red. Lui, il était avec Honda. Et il a commencé à pleuvoir. Je ne me raconte pas, j'étais très très vite. Et ça, j'ai gagné une grande course. Et pour moi, c'était fantastique parce que la soirée, tout le monde me regardait, il disait Maquille, il arrive, comme s'appelle, c'est Agostini, il arrive là. C'était pour moi un grand souvenir.
Cette année-là, tu fais vice-champion du monde en 350 et en 500. C'est l'année suivante que tu gagnes. C'est quoi ce souvenir? Donc en 66, je crois qu'il y a aussi la victoire à Monza qui est forcément très marquante pour toi puisque c'est sur tes terres en Italie. Et à ce moment-là, il y a vraiment le phénomène Agostini qui commence à se réveiller. Tu t'en rends compte de tout ça? Tu peux pas faire autrement, j'imagine. Oui, je me souviens en 1966 à Monza, c'était la dernière course des championnats du monde. Et j'ai gagné le championnat du monde à Monza avant mon public. Je me souviens que le public il est arrivé en piste à la fin de la course. Tout le monde est arrivé dans la piste. Là, c'était fantastique, 130 000 personnes. Et j'étais très, très content. Je me suis réveillé le matin le jour après de la victoire. Et là, j'ai commencé à me suis rendu compte que j'ai gagné le championnat du monde, que Giacomo il était champion du monde. Et parce que le jour avant, peut-être avec l'émotion, avec tout le public comme ça, oui, peut-être je ne me suis pas rendu compte que j'ai gagné le championnat du monde, que j'étais champion du monde. Et là, j'ai commencé à voir tous les journées comme ça, j'ai commencé à pleuvoir. À pleurer. À pleurer, pardon. Mais pleuvoir, c'est très poétique. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis rendu compte que je gagnais une chose, que c'était mon réveil. Je pensais jamais de gagner le championnat du monde. C'est cette même année, en 66, que tu m'as raconté que une course à Spa-Francorchamps t'avait marqué parce qu'il y avait beaucoup de mineurs. C'est une région où il y a beaucoup de mineurs, des gens qui travaillent en mine, dans la mine, et qui étaient contents que tu gagnes et qui te disaient « on gagne pour nous ». Parce qu'ils ont un métier difficile, c'est ça? Oui, parce qu'à Francorchamps, il y avait beaucoup d'Italiens qui travaillaient dans la minière. Le carbone. Ouais, de charbon. Charbon. Et quand je gagnais, une année, je gagnais là, j'avais beaucoup de monde dans le podium. À côté du podium, beaucoup de monde des Italiens qui m'appelaient Giacomo, ils sont très contents. Et j'ai vu des personnes qui pleuraient. Et des personnes plus âgées de moi qui pleuraient. Alors, j'avais envie de parler avec eux. Je parlais avec eux. Il m'a dit, oui, Giacomo, tu sais, pour nous, c'est fantastique ton victoire parce que demain, à 5 heures, demain matin, quand nous rentrons dans la mine, nous rentrons à travailler, nous rentrons et dit, nous avons gagné. Nous avons gagné. C'était pour eux un orgoglio, non? Un orgoglio pour dire, mais nous sommes Italiens, l'Italie il a gagné, Agostini il a gagné, nous avons gagné. Il m'a fait une émotion terrible parce que tu sais, j'étais jeune et voir des personnes qui avaient 50 ans, 60 ans, qui pleuraient avant moi parce que j'ai donné une gioia, non? Le plaisir. J'ai donné la victoire. C'était une chose fantastique parce qu'après des années, j'étais à visiter les minières. Et j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait cette personne. Il descendait le matin à 5 heures et retournait la soirée à 6 heures. Et pour beaucoup de mois, non vedevano la lumière. Ils ne voyaient pas la lumière. Il n'avait pas la lumière parce qu'il descendait dans le brouillard. Ouais, dans le noir, en fait. Dans le noir, et remontait dans le noir. Et j'ai vu que ce qu'il faisait, c'était une chose vraiment il m'a touché beaucoup. En 1967, tu gagnes à nouveau le championnat et c'est aussi ta première participation à la course légendaire qui était au championnat à ce moment-là, le Tourist Trophy. Je sais, j'ai vu tes 10 titres. Là, je sais que tu tiens beaucoup à ces coupes. Oui, je pense que l'Île-de-Man, c'est la piste plus difficile et plus dangereuse au monde. Gagner à l'Île-de-Man, c'est une chose particulière. C'est particulier parce que tu sais, une tour, ils sont 60 km. Et la course, ils sont 360. Ils sont comme trois courses
de championnat du monde normal. Et, et pour apprendre le circuit, c'était très, très difficile. Et les premières années, c'était difficile pour moi. Et après, je suis retourné dans l'été, quand j'étais libre. Et je restais là, j'ai loué une moto. Tous les matins à 9h, je commençais à tourner. Je me souviens que chaque tour, je m'arrêtais à mettre de l'huile dans une moto anglaise que je louais. Je louais une moto anglaise. Là, je restais pour 2 semaines. Parce que j'ai compris que pour gagner à Tourist Trophy, il faut le connaître. Il faut connaître tout. Il faut connaître tout et c'est pas facile parce que, comme je dis avant, une tour, ils sont 60 km. C'est difficile. Je crois qu'il y a 264 virages et tu voulais connaître par cœur les 264 virages, c'est ça? Oui. Il faut connaître tout. Et parce que tu sais, tomber à l'île de Man, c'est comme. Tu peux mourir. Parce que c'est très. Tu n'as pas de protection, tu as rien. Et alors, avant tout, il faut connaître. Et en 67, avec Mike Elwood, lui, il était avec Honda, moi avec MV Agusta, nous avons fait une grande bataille. Et tu sais, battre Elwood à l'île de Man, c'était très, très difficile. Parce que lui, il gagnait tout. Il gagnait dans la 125, dans la 250, dans la 350, dans la 500. Et cette année, dans la 500, j'étais en tête. Et le dernier tour, j'avais 7-8 secondes avant d'avantage. J'ai réveillé la victoire. Tu rêvais de la victoire? Tu la voyais? Tu la voyais la victoire. J'ai en tête. Le dernier tour, je gagne avec Mike Elwood. Mais après ça, c'est mon chaîne. J'ai cassé la chaîne de la moto. Et je me suis arrêté. Ça, c'était triste. Je suis retourné à le paddock. Je pleurais comme ça. Je me souviens que Mike Elwood est venu chez moi et il m'a dit « Giacomo, tu es le vainqueur aujourd'hui. » Je dis « Oui, Mike, je suis le vainqueur, mais tu montes dans le podium. » Mais il était très gentil. La soirée, il a dit « Bien, il faut que tu viennes à le party, à la fête avec moi. » Comme ça, il m'a donné du courage, tu sais, il m'a fait du courage. C'était fantastique. J'ai perdu une course que, pour moi, c'est aujourd'hui aussi, quand je vais en Angleterre, tout le monde, il souvient de cette course parce que c'était une course fantastique. Nous sommes arrivés les deux. Nous avons la combinaison noire et si le pot, il avait le blanc de la maison qui nous touchait le mur de la maison. C'était incroyable. Tu avais tellement frôlé la maison que tu avais la peinture de la maison sur la combinaison. Sur la combinaison, oui. Waouh. Ah oui, c'était fantastique. Tu l'as gagné 10 fois cette course. Oui. Mais tu as été aussi un des premiers, je crois que c'est en 70 où tu as commencé à dire, parce qu'il y a eu 7 morts, si je me souviens bien, malheureusement, parce que il y a plus de morts que d'éditions de la course. C'est une course qui est très meurtrière. Et tu as commencé un peu à dire moi, je veux plus y aller, malgré le fait que tu avais beaucoup gagné, parce que tu trouvais que c'était trop dangereux. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était compliqué comme prise de position par rapport à MV Agusta? J'imagine ils t'ont soutenu ou ils t'ont pas soutenu? Non, après beaucoup des années, j'ai perdu beaucoup d'amis et comme ça. Et en 72, Parlotti, c'est un Italien qui m'a demandé la soirée avant, il m'a demandé de faire un tour avec moi en voiture, comme je dis avant, pour voir la rue comme ça. Et parce que lui, il faisait la 125 le jour après. Je dis bien, je n'ai pas très envie, mais je dis bien, il faut que j'aide un ami italien parce que lui, il ne connaît pas bien la piste. Et le jour après, lui, il faisait à 9h30, il faisait la 125. Et moi, je faisais le Senior TT à 11h. C'est la dernière course. C'était la dernière course. Et je regardais sa course et il bataillait pour la première place. Et il est tombé, il est mort. Il est mort tout de suite. Mon mécano ne disait rien, mais j'ai vu dans la face de mon mécano et j'ai compris qu'il n'avait pas la chance. Et après 1 heure, j'ai pris le départ avec la 500. J'ai gagné la course. J'étais triste. Oui, dans la course, je ne pensais pas parce qu'autrement, tu ne peux pas gagner.
Mais à la fin, je dis bien, écoute, c'est toujours, tous les années, je parle des amis, alors je parlais avec des autres pilotes, je parlais avec la fédération, j'ai dit, écoute, il faut l'annuler comme course des championnats du monde. Et comme ça, ils ont décidé, et ils ont dit, bien, c'est pas valide comme course des championnats du monde, mais si tu veux, tu peux courir, mais c'est ton décision, pas parce que si tu ne vas pas, tu perds des points pour le championnat. Et comme ça, nous avons annulé la course, qui est jamais beaucoup, parce que, comme je dis avant, gagner à Tourist Trophy, c'est une émotion, c'est fantastique. Tout le monde, quand il fait un tour, aussi le public ou le pilote, il fait un tour au Tourist Trophy, tout le monde, ils ont une émotion fantastique. Ils te donnent une chose que l'autre piste, ils ne te donnent pas. À partir du moment où tu commences à beaucoup gagner, est-ce que finalement, tu n'as pas une pression aussi de te dire à chaque fois, il faut regagner, mêler à ça la pression presque, j'ai envie de dire, de la ferveur italienne, parce qu'on sait à quel point en Italie, la moto, c'est important. Est-ce que tu l'as senti à un moment, cette pression? Quand tu as de la responsabilité, quand tu gagnes beaucoup, tu as le spectateur, tu as ton fan qui ils prétendent, non? Ils sont prétentieux, ils prétendent que tu gagnes toujours. Alors tu as une responsabilité parce que tu vois beaucoup de monde qui viennent te voir parce qu'ils veulent voir ton victoire. Alors tu es beaucoup responsable de ça parce que tu vois beaucoup de monde qui attend ton victoire. Et tu es obligé à gagner. Oui, c'est pas facile, tu ne peux pas gagner toujours, mais toi, tu penses, oui, aujourd'hui, je suis obligé à gagner parce que j'ai beaucoup de monde qui sont venus me voir et qui attendent mon victoire. Comprends? J'en parlais avec Christian Saron, que tu connais bien. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Christian, parce qu'il me racontait en 70, le moment où vous avez eu un petit accrochage en 350, je crois, oui. Et que tu lui avais dit OK pour cette fois, mais recommence pas. Oui, je dis, écoute, maintenant, je t'excuse de ça parce que tu sais, il était jeune, il avait Agostini avant, il a oublié de freiner. Il a refreiné, il m'a jeté par terre, comme ça. Mais après, il est venu tout de suite parce que Christian, il est fantastique. Il est venu, moi, je m'excuse, Giacomo, j'ai fait une erreur. Tu sais, j'étais excité. Toi, avant moi, c'était mon idole. Je pensais toujours comme ça. J'ai dit, bien, écoute, c'est sûr qu'il peut passer, mais une fois, pas deux. Je salue Christian d'ailleurs, parce que j'ai fait un épisode avec lui, tu sais, qui est vraiment un mec génial. Tu parlais tout à l'heure de la relation fusionnelle que tu as avec MV Agusta, les 13 titres de championnat du monde. Tu passes finalement chez Yamaha parce que tu sens que le moteur Katan arrive un peu en bout de course. Il y a aussi Phil Reed qui arrive chez MV Agusta. Je sais que c'est pas forcément ton meilleur pote à ce moment-là. C'est pas une entente incroyable. Il est assez agressif, etc. C'est tout ça combiné qui fait que tu pars chez Yamaha? Avant tout, quand j'ai vu qu'avec MV Agusta, la moto, il travaillait. Le mécano, les ingénieurs travaillaient beaucoup dans les années, mais il n'arrivait pas. Le moteur, c'est arrivé à la fin. J'ai vu que les deux temps, il arrivait tous les années, c'était amélioré. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai dit, bien, écoute, si je veux gagner encore, il faut changer. Et c'est Yamaha qui m'a appelé, il m'a demandé, une année avant, il m'a demandé, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je pensais que le moteur, les deux temps, c'était encore pas prêt. Il serrait beaucoup, il avait beaucoup de petits problèmes. Alors je pensais bien, il faut attendre parce que peut-être ce problème avec l'expérience se résolve, non? À la fin de 73, j'ai décidé bien, si je veux gagner encore, il faut changer. Aussi mon mécano, que c'était ma famille, le mécano de la MV Agusta, ils m'ont dit bien, à Giacomo,
si tu veux gagner, il faut changer. Il faut changer parce que ici, c'est difficile. Maintenant, les moteurs, ils sont vieux. Il faut aller dans la nouvelle technologie. Et à ce moment, la nouvelle technologie, c'était les 2 temps. Et comme ça, j'ai changé et je suis passé chez Yamaha. C'était difficile pour moi parce que, comme je dis avant, je quittais mon deuxième famille. Tu sais, j'ai passé beaucoup d'années ensemble et je gagnais beaucoup. Et MV Agusta, il m'a donné beaucoup. Et c'était très, très difficile pour moi de changer. Moi, j'ai dit bien, pour gagner, il faut faire ça. Et j'ai décidé, comme ça, je gagnais encore avec Yamaha. Je gagnais encore 2 titres de champion du monde. Tu t'es rendu compte que tu avais besoin de faire ce changement en 73 quand il y a eu ce fameux duel avec Jarno Saarinen. C'est lui qui a été un peu un déclencheur parce que malheureusement il s'est tué en course cette année aussi au GP de Monza. Mais ça a été un duel fantastique, j'aurais adoré le voir. C'était un vrai talent ce garçon. Et c'est là où tu as senti que l'AMV commençait à être un peu juste? Oui, parce que je vis Jarno Saarinen avec la Yamaha, qu'il était très vite. Lui, il était vite, mais aussi la moto, elle était très vite. Mais j'ai déjà pensé les années avant, je pensais que Yamaha, peut-être pour le futur, c'était une bonne décision. Et après, malheureusement, Jarno, il a eu un grand accident. Il s'est tué. Et après ça, j'ai décidé, Yamaha, ils sont venus chez moi, ici à Bergamo, et il m'a convaincu. Il m'a convaincu à signer pour eux. Et j'étais très, très content parce que, aussi avec Yamaha, j'ai trouvé une nouvelle famille. J'étais au Japon pour 2-3 semaines pour apprendre à conduire le 2 temps, pour connaître les motos, la 350, la 500, la moto pour Daytona. Comme ça, je travaillais pour 2 semaines et j'ai mis à point tout, j'ai appris la moto et après j'ai commencé à gagner tout de suite. Tu me dis si je me trompe, mais derrière toi, il y a une combinaison qui est un peu abîmée. Est-ce que c'est la combinaison que tu avais lorsque tu es tombé justement dans ton premier duel au Castellet sur le GP de France avec Saarinen? Oui, je crois, oui. Tu l'as gardé justement parce que c'est un souvenir? Oui, j'ai gardé toutes les choses que j'ai mis dans mon carrière. Ici, il a toutes des choses originales. C'est les combinaisons que j'ai courues là, à Imola, à Monza, à l'île de Man. J'ai les motos, j'ai les casques, tout. Quand tu arrives chez Yamaha, tu arrives donc dans une marque qui a une philosophie totalement différente de MV Agusta. Le premier GP, c'est à Daytona, tu en parlais. La moto est là. La moto, elle est ici chez moi. Et Kenny Roberts, il te provoque directement en disant « Tu as beau, en gros, être le champion du monde des champions du monde, tant que tu n'as pas gagné aux États-Unis, ça vaut pas, quoi. » C'est un peu l'accueil que tu as quand tu arrives à Daytona. Ça te met une pression? Tu te dis, tu as une rage de vaincre ou tu as encore plus envie de gagner pour montrer que... Oui, quand j'étais chez Yamaha, je suis parti pour gagner tout, pour montrer qu'Agostini gagne aussi avec une autre moto, pas seulement avec MV Agusta. Quand j'étais à Daytona, je suis arrivé à Daytona et à l'aéroport, la General Motors m'a donné une voiture, une Chevrolet, écrit Agostini, 13 times World Champion. Et le jour après, je vois un article, une interview de Kenny Roberts, qui était le champion américain, aussi lui un grand champion. Et il disait que le monde, c'est l'Amérique, c'est pas l'Europe. Hein. Et alors, lui, il a dit, je suis le champion américain, Amérique c'est le monde, et comme ça, je suis le champion du monde, il a dit. Bon, j'ai dit, bon. Et moi, tu sais, c'était... Pour moi, je n'ai pas contesté, je n'ai pas répondu parce que, tu sais, j'étais en Amérique, j'étais à la maison de tous les Américains, alors je n'ai pas répondu. Je n'étais pas content, mais je n'ai pas répondu. Pendant la course, je suis parti 4e ou 5e dans la ligne. Et après le premier tour, j'étais en tête. J'étais en tête pour toute la course.
À la moitié, je dis bien, je m'arrête parce que je vais pas. Il faisait très, très chaud. Et je vais pas j'étais déshydraté. Et c'était, je dis bien que j'arrive pas. Je cherchais La salive. la salive et comme ça. Je viens, je m'arrête. Mais après ça, dans 2 secondes, je pensais à tout le monde qui est venu à Daytona me voir. Un avion de l'Italie, un avion de la France, un charter de l'Hollande, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne. Eh bien, tout le monde, ils sont venus me voir. Et maintenant, je n'ai pas la force de continuer et gagner la course. Et ça, la tête. Je dis toujours que la tête, c'est très important. La tête, il m'a donné une force, il m'a donné le courage de continuer. Et je gagnais la course. J'ai gagné la course, mais après, quand j'ai arrivé, les docteurs m'ont fait un phlébo avant d'aller sur le podium, parce que j'étais là, une photo, la photo, regarde la photo. Oui. Là, ouais, ici. Ah oui, là, c'est quand j'ai gagné. T'es allé au-delà de tes limites physiques. Oui. Après, j'arrive à le podium et je vois Kenny Roberts. Alors, je le vois, je dis bien, Kenny, je pense aujourd'hui peut-être tu sais qui est le champion du monde. Lui, il a dit, ah oui, Ago, non sei umano. Il m'a dit. Il s'est rendu compte que le champion du monde, c'était moi, pas lui. Tu le disais tout à l'heure, avec Yamaha, tu as 2 nouveaux titres de champion du monde, dont le premier pour Yamaha en catégorie reine, à savoir en 500. C'est la première fois de l'histoire de Yamaha que ça arrive. Ouais. C'est aussi, en tout cas moi c'est le souvenir que j'en garde, c'est ta dernière course, ta dernière victoire. Tout ça, c'est comment que ça fait quoi finalement d'arrêter ta carrière au plus haut? Parce que tu as réussi à partir au moment où tu étais encore très très haut, à donner cette victoire à Yamaha. Donc tu as pu garder un très bon souvenir de tout ça, de cette époque? Oui, avec Yamaha, la première course, que pour Yamaha c'était très important pour le business, pour la vente de motos, c'était en Amérique, à Daytona, et je gagnais tout de suite avec la 700. Après, j'ai gagné tout de suite le championnat du monde avec la 350. La 500 aussi, j'avais beaucoup de possibilités, mais je cassais beaucoup. La moto, c'était vite, mais c'était très fragile. J'avais beaucoup de problèmes. Moi, j'ai gagné dans l'année après. J'ai gagné le dernier titre. Comme ça, à Yamaha, j'ai donné la première course à Daytona. J'ai gagné le championnat du monde de la 350. J'ai gagné le championnat de la 500. C'était pour moi fantastique parce que je montrais à moi-même et à tout le monde que Ago, il a gagné avec une grande moto que c'était la MV Agusta, mais il a gagné aussi avec une autre moto que c'était la Yamaha, moteur à 2 temps, moteur différent que j'étais habitué pour beaucoup des années. Et comme ça, je pense que toujours quand un pilote, il est un bon pilote, ils savent conduire aucune moto. Toutes les motos, ouais. Oui, toutes les motos. Donc tu gagnes en 76 ta dernière victoire au Nürburgring, ça signe ta dernière victoire parmi tes 123 victoires en Grand Prix. Et là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis je vais passer à l'automobile? Parce que je sais que Ferrari t'avait proposé à l'époque de piloter pour Ferrari, parce que je crois que vous partagiez le circuit d'entraînement à Modena. Oui, j'ai connu Ferrari parce que toujours il était là à faire des essais avec la Formule 1 comme ça. Et il m'a proposé de faire... Il m'a donné une voiture, j'ai essayé une voiture, j'étais pas mal. Et il m'a dit, bien, Ago, quand tu as envie, une voiture pour toi, Ferrari te donne la voiture. Quand tu as besoin d'une voiture pour toi, nous avons une voiture pour toi. Et après ça, je pensais beaucoup, mais à la fin, j'ai dit, bien, écoute, je suis né amoureuse de la moto, pourquoi changer maintenant? Et je continue avec la moto. Et par contre, tu y es revenu après la fin de ta carrière moto, donc en 60... Oui, dans la carrière, je pensais, j'ai bien écoute, tu sais, parce que c'est difficile quitter ton carrière. C'est pas facile pour tous les sports. Dans tous les sports et tous les sportifs, c'est difficile parce que tu quittes ton carrière, tu es encore jeune.
tu es vieilli pour cette métier. Alors, j'ai dit bien, pour pas souffrir beaucoup, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai pensé de faire des courses en voiture. C'était amusant. J'ai fait un championnat de Formula Aurora avec une Williams, Formula One Williams. Je n'ai pas gagné, mais j'ai arrivé 4e, 2e, 3e, 5e. Je n'ai pas gagné la course, mais c'était pour moi, à la fin de la carrière, c'était pour moi une chose pour oublier la moto. Est-ce que tu dirais que tu es passionné de voiture aussi? Parce que je sais que quand tu arrivais dans les Grands Prix de moto, tu arrivais des fois au volant de belles voitures, des Ferrari, des Maserati. C'est quelque chose que tu aimais bien ou vraiment qui te passionne, peut-être pas autant que la moto, mais qui te passionne tout autant? Oui, la voiture, c'était une grande expérience, c'était bien. Et maintenant, je connais comment il faut conduire une voiture. Mais tu sais, c'était pas une ambition de ben, maintenant je recommence parce que c'était très tard pour moi. Mais c'était bien comme ça. J'étais avec avec la moto parce que j'aimais la moto. Je suis né avec la moto en tête. Parce que aussi mon père il m'a donné une voiture, mais je passais toujours à la moto, pas à la voiture. Il avait essayé de te donner une voiture pour te détourner de la moto, c'est ça? Oui, il m'a donné une Alfa Romeo Giulietta Sprint. Et je pensais pourquoi mon père il me donne une voiture comme ça, une voiture très chère comme ça. Et je pensais après parce que lui il a pensé peut-être je donne une voiture et comme ça lui il va oublier la moto. Je n'ai pas oublié la moto. Tu as eu un autre chapitre lié à la course moto en tant que team manager cette fois chez Yamaha. Tu as gagné, je crois, 3 titres de championnat du monde et 3 titres pilote pendant que tu étais team manager pendant 12 ans. Et en plus, c'était pour la petite histoire, je crois que tu as été team manager en même temps, plus ou moins, que Christian Saron. Je crois que ça correspond un peu aux dates. Oui, parce que après les voitures, je pensais, c'était Marlboro qui m'a dit bien pourquoi tu ne fais pas une écurie avec une moto. Et quand j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit bien pourquoi pas. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai gagné aussi, nous avons gagné beaucoup de championnats du monde comme team manager. J'avais une bonne écurie avec Yamaha. C'était une bonne expérience. C'était fantastique parce que aussi j'ai donné mon expérience à le pilote. Je savais, tu sais, j'ai fait ce métier pour beaucoup d'années, comme ça je connais tout. Alors pour moi c'était plus facile prendre des décisions ou penser à des choses pour gagner. Et comme ça nous avons gagné aussi des championnats du monde. C'était bien, c'était fantastique. Dans le début je pensais, je ne vais pas faire ça, mais après je me suis passionné de ça. T'es aussi un exemple, je pense, dans la gestion de ta carrière, surtout à l'époque où il n'y avait pas vraiment de gestion de carrière, entre guillemets. Parce que pour beaucoup, à cette époque-là, quand tu étais pilote de moto, il y avait la mort pas très loin parce que c'était très très dangereux. Donc beaucoup ne pensaient pas à l'après-carrière. Toi, tu y as pensé très tôt, très jeune, tu as investi dans l'immobilier, dans plein de choses. Est-ce que tu dirais que c'est aussi la maturité que tu as eue très jeune qui t'a aidé à faire ces choix-là et à te dire il y aura un après pilote moto, plutôt que, parce que je sais que c'était un peu le cas à l'époque, beaucoup de pilotes dans les années 60, 70, 80, qui cramaient un peu tout leur argent, parce qu'ils se disaient, de toute façon, pas de futur, parce qu'on risque trop notre vie finalement. Oui, je pensais toujours que dans la vie, oui, c'était difficile, c'était très dur de quitter la moto. Je dis bien, écoute, il faut penser à choses, il faut penser que la vie continue, il faut penser à faire quelque chose, il faut penser à travailler, il faut penser à faire des investissements. Comme ça, j'ai pris aussi la carrière d'entreprise, entreprise. Et je faisais des constructions, je travaillais dans l'immobilière, et comme ça, je travaillais à la télévision, je faisais des publicités. Je me suis jamais arrêté. Et tu le fais toujours, Toujours je travaille, toujours je fais des revivals, toujours je fais des exhibitions. Et maintenant, je vais à Lyon pour le salon, je vais à Dijon pour faire des tours avec mon ami Augusta dans 2 mois.
finché c'è la forza, je continue. Tu sais que, je te le disais tout à l'heure en off, c'est le livre légendaire d'Agostini à Quartararo d'Éric de Seine qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je le salue parce que c'est un ami qu'on a tous les deux. Merci Eric, il est une personne fantastique, il aime beaucoup la moto. Je faisais des choses avec lui, je faisais des revivals avec lui, parce qu'il il roule la moto, il est aussi très vite. Et tu vois, tu le disais, tu manques jamais une opportunité pour rouler tes MV Agusta ou une Yamaha. Et en fait, je me dis, tu vois, quand j'ai préparé cet épisode, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de documentaires, et je me disais que finalement aussi, pourquoi les gens t'adorent encore autant, c'est aussi parce que tu as su rester le passionné que tu as toujours été, que tu étais enfant. Oui, parce que je suis né amoureuse de la moto, je suis resté amoureuse de la moto, j'aime mon public, j'aime les courses, j'aime faire des exhibitions comme ça, je reste toujours avec les jeunes. J'aime ça parce que les jeunes ils te donnent encore la poisson. La puissance. La puissance. Mais j'aime bien poisson aussi, c'est bien. La puissance. Le poisson, il faut manger. Ça, c'est en Bretagne. Le poisson, il faut manger en Bretagne, oui, manger le poisson. Oui. Et comme ça, c'est pour ça que dans moi, je reste jeune, tu comprends? Parce que je reste avec les jeunes personnes, tu sais, l'ambiance de la moto et les jeunes. Finché j'ai la force, je continue. J'ai toujours une question rituelle pour finir chaque épisode, Giacomo. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit personnellement, professionnellement, au niveau de la moto, ce que tu veux. Allora, innanzitutto, la salute. La salute est la chose plus importante. J'espère de continuer comme je suis maintenant, de continuer à faire des sports, de continuer à rester dans le monde. Je ne sais pas combien encore, mais j'espère beaucoup. Encore de longues années. Encore, j'espère. En tout cas, un grand merci, Giacomo, de nous avoir accueillis. Ça a été merci à vous. Un périple long pour venir te voir, mais c'est vraiment juste incroyable d'avoir découvert cet univers. Je m'excuse de mon français, mais avant, je parlais bien le français parce que j'avais une fiancée française. Maintenant, j'ai une femme espagnole et alors j'ai obligé un peu le français. Mais tu parles espagnol, italien, français, anglais, ça fait beaucoup de langues. Tu peux pas beaucoup. Merci beaucoup, Giacomo. Okay, merci à vous. À bientôt. Ciao a tutti.